voulais en profiter pour vous parler justement des digital nomades. C'est une notion qui est apparue il y a quelques années, c'est une notion moderne, bien sûr. Markus Meurer sind sogenannte digitale Nomaden. On arrive donc à notre section lifestyle. Antoine, t'as préparé quelque chose pour nous? Ouais, alors c'est tout aussi... Alors c'est un quizzer Harry. C'est quoi tes projets dans le futur? Restez libre. Ciao amici di Nomadi Digitali. Donc voilà, nous on fait pas une mais deux vidéos quotidiennes, matin et soir. Donc Paul fait une vidéo qui sort à 4h du matin parce que ça correspond à ses cycles de sommeil. C'est ça. Donc nos podcasts sont disponibles sur YouTube. Mais en fait, on sérieusement, a vous le vraiment faites peaufiné le... Salut, à la semaine prochaine. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital qui, pour la première fois, a invité quelqu'un. Je suis Stan de marketingmania.fr. Je suis Paul de sellingmachine.fr. Et je suis Antoine de la chaîne YouTube Antoine Blanche-Maison. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, on a invité aujourd'hui Antoine pour nous parler du sujet du nomadisme digital. Antoine, c'est un peu le pape français du nomade digital sur YouTube, quand nous sommes la mecque du nomade digital sur le podcast. Donc aujourd'hui, on a fait cette espèce de crossover incroyable. On va parler avec Antoine un peu de son business model, de comment est-ce qu'il a pu financer un voyage de malade mental en Asie, de comment est-ce qu'il fait pour faire une vidéo par jour, un truc de malade absolu, et de comment le voyage s'est passé pour lui. Avant de ça, Antoine, sur ta chaîne, à chaque fin de chaîne, tu as un petit slogan, tu peux nous le faire? Restez libre. Voilà, et tu sais bien que sur le podcast Nomade Digital, on n'a pas de slogan. En revanche, on a les appels à l'action pour les évaluations iTunes, qui sont absolument inévitables. Donc on doit le faire parce que c'est obligatoire maintenant. C'est marqué dans le plan du podcast, on ne peut pas le louper. Donc bien sûr, si vous écoutez le podcast, si vous appréciez ce qu'on fait, ça nous ferait extrêmement plaisir que vous vous rendiez sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix que vous utilisez pour avoir votre podcast et que vous nous laissiez une évaluation honnête, sincère, qui vient du cœur. Nous, ça nous aide énormément à être bien placés dans les résultats. J'ai regardé aujourd'hui le classement iTunes et Nomade Digital est le 65e podcast français. Donc, ce qui est absolument incroyable. Avec les chaînes de radio c'est ça. Dans le même classement, quoi. Voilà, donc en fait on est le 3e podcast indépendant français dans le classement iTunes du jour. Ça veut dire que le reste c'est que du Radio France, du RTL et du Europe 1. Et ça c'est grâce à vous. C'est grâce à vous les auditeurs qui nous avez laissé des évaluations iTunes. C'est grâce à moi qui vous ai fait des appels à l'action absolument insupportables à chaque épisode. Et sur ce, rendez-vous sur iTunes pour nous laisser évaluation et ça serait très sympa. Antoine, on va faire une petite intro. Antoine BM, c'est une vidéo par jour pendant plus de 200 jours. C'est 9236 abonnés sur YouTube. C'est quelqu'un qui a fait un voyage dans 4 pays asiatiques pendant plus de 5 mois. Antoine, comment est-ce que toi, tu te présentes quand tu rencontres quelqu'un ? Je dis que je fais des vidéos sur YouTube, c'est assez compliqué en fait, et que, c'est assez compliqué à dire en fait, parce qu'il n'y a pas de nom à donner à ce métier. Je suis pas YouTubeur, vraiment pas. Je fais des vidéos et je partage ma passion pour la liberté et le voyage. Alors pourquoi tu te considères pas comme un YouTubeur ? Parce que la plupart des YouTubeurs en fait cherchent d'abord l'audience et une forme de célébrité, et ensuite ils cherchent à en faire leur métier. Moi, à la base, je suis blogueur. Mon objectif, c'était de créer quelque chose qui me permette de vivre, qui me permette d'être libre, qui me permette de voyager avec une audience. Et en fait, YouTube, c'est juste un format que j'ai choisi parce qu'aujourd'hui, c'est un format qui est particulièrement efficace et que j'aime beaucoup. On avait fait dans le podcast digital, Nomade Digital, un épisode qui s'appelait « Quand tout le monde pense que vous êtes taré ». Quand tu dis aux gens que tu fais des vidéos sur YouTube, quelle est la réaction ? Est-ce que les gens pensent que c'est genre un espèce de hobby et qu'en fait, t'es chômeur ? Un petit peu, ouais. Il y en a souvent, ils te demandent ensuite, oui, d'accord, mais c'est quoi ton vrai boulot ? Et en fait, il faut que j'explique davantage ce que je vends pour que les gens comprennent que c'est ton travail, parce que YouTubeur ou faire des vidéos sur YouTube, c'est pas associé forcément à
à la génération d'un revenu, à un boulot. Et en fait, quand on dit qu'on gagne de l'argent sur YouTube, les gens pensent que c'est uniquement grâce à la publicité. Et ensuite, quand tu leur dis que tu as moins de 10 000 abonnés, bah, du coup, ils te croient pas. Il faut expliquer que tu vends des formations. Donc ça, c'est mon business model, c'est je vends des formations pour justement être plus libre, être plus indépendant. Donc tout ce qui est lié, la productivité, le fait de créer un business en ligne, le fait de faire des vidéos, le fait de capter une audience. Et en fait, ce que je fais, c'est simplement que voilà, je vends des produits d'information à une communauté. Quand tu l'expliques comme ça, les gens comprennent mieux. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire quelle est ton idée, toi, de ton audience? Qui t'écoute? Enfin, qui te suit? Bah, en fait, il y a vraiment tous les âges. Donc au niveau, c'est plutôt mon âge, hein. C'est plutôt entre 20 et 25 ans, on va dire, mais il y a vraiment tous les âges. Il y a des plus jeunes, il y a des plus vieux. Mais c'est principalement des gens qui ont un peu la même mentalité que moi, parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je parle beaucoup de ma philosophie. Je fais pas seulement donner des conseils ou des techniques. Dans mes vidéos YouTube, je parle beaucoup de ma philosophie, qui est un petit peu, voilà, qui est un petit peu sûrement différente de la masse. Je parle beaucoup de mes passions, de ce que j'aime faire, de ma vision de la vie, en fait, et c'est ça surtout que j'essaie de partager avec les gens. Et donc, ça attire une audience qui me ressemble pas mal, et voilà, j'ai l'occasion de temps en temps de rencontrer des gens qui font partie de mon audience, et à chaque fois, on a des super discussions, enfin, dont vous faites partie d'ailleurs. Voilà, on a des discussions vraiment intéressantes parce qu'on se comprend et parce qu'on parle d'une thématique qu'on connaît. Et donc, c'est surtout ouais, des gens qui me ressemblent, en fait, mentalement, on va dire. Est-ce que tu te souviens, quel était le premier jour où tu as commencé à faire une vidéo par jour? Alors en fait, pour te dire toute l'histoire, à la base j'étais étudiant en école de commerce. J'ai terminé mon bachelor et je me suis dit ok, je me laisse un an pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire créer mon business en ligne plus sérieusement. Parce qu'à la base j'étais juste blogueur, mais je faisais ça en plus de mes études. Et j'ai commencé à faire des vidéos à ce moment-là. Donc j'ai fait une année de césure, pour appeler ça une année sabbatique. J'ai commencé à faire des vidéos et ça m'a vraiment plu. Et j'ai utilisé un format au début qui était exclusivement le format vlog, donc c'est-à-dire où tous les jours je racontais ma journée en fait. Et le but c'était vraiment pas seulement de vloguer pour vloguer, mais de faire passer mon message, c'est-à-dire de montrer comment moi dans mon quotidien j'essayais d'être plus libre pour en quelque sorte inspirer d'autres gens à faire la même chose. Et ensuite, quand je suis parti en voyage, ça a fait sens vraiment de faire un vlog parce que ça, voilà, ça a montré en même temps, chaque jour, j'étais dans des endroits différents, je faisais des activités différentes. Donc, je parlais de tout ça. En même temps, je parlais de ce qui m'intéressait vraiment, de ma philosophie. Et ça m'a plu. Et surtout, bah, mon audience a vraiment décollé. Mon chiffre d'affaires aussi. Tout a commencé à bien marcher à partir du moment où je me suis mis à fond dans les vidéos et que je fais une vidéo par jour. C'est aussi Quand tu dis l'audience a décollé, comment est-ce que tu quantifies ça en termes de, voilà, en fourchette, en termes que ce soit d'abonnés ou de vues? Je sais pas quelle est la métrique que toi tu suis en principal. Je regarde surtout le nombre de vues parce que les abonnés, il y a toujours quand même pas mal d'abonnés inactifs. Ça veut pas dire grand-chose. On peut faire une vidéo qui rapporte beaucoup d'abonnés, mais qui va pas forcément vous apporter des abonnés actifs qui vont vous regarder tous les jours. Mais au départ, on va dire, je vais peut-être avoir, je sais pas, 200, 300 vues par vidéo. Pareil sur mes articles de blog. Et aujourd'hui, enfin en tout cas les premiers jours. Et aujourd'hui, je suis à entre 1000 et 1500 la première semaine de vues sur chacune des vidéos. Donc, on va dire il y a eu presque un x10 dans l'audience. Et aujourd'hui, je suis passé pareil j'avais à peu près 4000, 5000 abonnés, mais que j'avais principalement eu grâce à une vidéo qui était devenue virale. Donc, on va dire que ça compte pas vraiment. Et je suis passé à presque 10 000 abonnés. Donc, pareil, j'ai doublé aussi cette métrique. Et donc là, c'était en 200 jours, grosso modo. Voilà, c'est ça. C'est pas énorme en soi, hein, l'augmentation. Mais voilà, c'est vraiment, ça s'est fait progressivement, mais ça reste, on va dire, ça reste exponentiel dans le sens où chaque mois, le nombre de personnes qui me suivent augmente. Aujourd'hui, je suis à plus de 1000 nouvelles personnes qui me suivent chaque mois. Ok. Le modèle de la vidéo quotidienne, quand toi tu t'es lancé dedans, je voyais pas encore beaucoup de gens qui suivaient ce modèle-là. D'où vient l'inspiration pour toi? Deux personnes, pour être très pragmatique, Casey Neistat et Jean Rivière. Donc deux personnes qui n'ont rien à voir. Casey Neistat, c'est un vlogueur américain, donc un mec vraiment qui raconte sa vie, mais qui le fait d'une manière très artistique, très esthétique, et qui en plus fait passer son message. Alors lui, c'est pas du tout le même message que moi, ce serait plutôt, voilà, battez-vous, vivez vos rêves, faites ce que vous avez vraiment envie de faire. Le gars, il est né dans un petit bled à la campagne, il s'est retrouvé à New York, qui était la ville dans laquelle il rêvait de vivre. Il a construit sa boîte, c'est vraiment le self-made man américain, donc ça fait vraiment rêver ses vlogs, et en plus il maîtrise ça à merveille. Il a développé une audience énorme, il a plus de 3 millions aujourd'hui d'abonnés, je crois, enfin c'est juste énorme. Et donc voilà, le talent qu'il mettait en fait dans ces vlogs, moi, m'a donné envie de faire ce format vlog. Parce que en fait, j'avais jamais été attiré par ce format. Pour moi, à la base, c'était un truc d'ado, plus ou moins en mal de reconnaissance, tu vois. Et lui, en fait, il l'a fait de manière tellement belle que tu as envie de le regarder tous les jours et c'est vraiment addictif.
Le deuxième, c'est Jean Rivière. Jean Rivière, il est assez connu dans le petit monde, on va dire, du web marketing. À la base, pareil, il avait un blog, il s'est lancé vraiment dans la vidéo. Il a aussi pas mal utilisé ce format vlog. Et moi, j'ai toujours partagé ma philosophie sur la liberté avec lui. Il m'a énormément inspiré, surtout à l'époque où il faisait des articles de blog. C'était vraiment l'époque où je suivais à fond. Et il s'est mis à la vidéo et ça a rendu plutôt bien, ça a plutôt bien marché. Moi, ça m'a donné envie d'essayer à mon tour de faire la même chose, de faire passer mon message d'une autre façon que l'écriture, puisqu'à la base, mon format, c'était plutôt l'écriture. Et ça s'est pas fait tout de suite parce qu'au début, j'étais vraiment pas bon. À mon avis, il y a peu de gens qui démarrent la vidéo et qui sont bons dès le début, il faut un temps d'adaptation. Et du coup, je me suis lancé ce défi de faire une vidéo par jour, tout simplement pour m'améliorer, pour devenir bon et pour pouvoir, voilà, pour pouvoir créer quelque chose, quoi. D'accord. Et justement, dans tes projets à l'avenir, est-ce que tu veux plutôt te tourner vers quelque chose comme Jean Rivière? C'est-à-dire que tu crées une sorte de système avec des formations qui sortent toutes les semaines, ou partir sur un vlog un plus, justement, plus populaire, plus, pour le meilleur terme, massif, un peu comme Casey Neistat, ou carrément faire totalement autre chose qui n'a rien à voir avec le vlog? Et voilà, c'est quoi tes projets dans le futur? Bonne question, c'est un peu entre les deux en fait. Je sais pas exactement ce que je veux faire, c'est-à-dire que ouais, ça serait un peu, je veux pas faire du massif, ça c'est sûr. J'ai pas du tout envie d'avoir, je voulais avoir 100 000 abonnés, c'était mon objectif et je veux toujours, ça serait vraiment intéressant. Mais si tu veux, c'est plus vraiment mon objectif principal. Mon objectif principal, surtout de construire, voilà, un métier que j'aime vraiment, qui me fait vivre et qui peut inspirer des gens, mais pas forcément un maximum de gens, parce que j'ai vraiment compris quelque chose, c'est que c'est pas pour tout le monde et tout le monde n'a pas envie de faire ça. C'est-à-dire que je prône vraiment un mode de vie vraiment très indépendant, si tu veux, où tu es sur les routes, où tu es quand même assez indépendant, assez seul finalement, où tu es entrepreneur, où tu gères ton business tout seul. Et en fait, j'ai compris, et ça j'ai réalisé plus tard, que c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde, c'est pas quelque chose que tout le monde a envie de faire. Et à mon avis, c'est vraiment un petit pourcentage de la population. Donc si je peux toucher ce petit pourcentage de la population, mais avoir vraiment un impact dans leur vie, c'est-à-dire vraiment les inspirer, et c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire que je préfère avoir une petite audience, mais une audience vraiment engagée, plutôt qu'une très grosse audience, mais une audience voilà, qui me suit vite fait comme un gros youtubeur qu'on suivrait de temps en temps le dimanche pour se détendre, quoi. Et donc je vise quand même une audience, enfin c'est toujours agréable de voir son audience grossir, on va pas se mentir, c'est clair. Mais en même temps, et je pense aussi que c'est une thématique qui intéresse de plus en plus de monde, clairement. Mais en même temps, je vise pas les masses. Mais il y a du monde, hein, parce que si tu regardes l'audience du podcast Nomad Digital Ouais, qui je vois ça, vraiment ouais. augmente rapidement, si tu regardes qu'on est maintenant le 65e podcast, moi je reviens pas, en fait ça me bluffe, donc je vais le répéter 4-5 fois dans cet épisode. Mais c'est Parce que énorme. moi ça m'a bluffé, il y a absolument, enfin, j'ai jamais vu un podcast indépendant être dans ces eaux-là, et tu vois là vraiment Vous êtes à combien de vues par jour? d'écoute. Ouais, combien d'écoutes? Là on est entre 400 et 500 écoutes par jour. Ça c'est énorme. C'est vraiment pour un podcast, c'est vraiment énorme. Ouais. Et moi, vraiment, je peux vous le dire, j'ai accroché tout de suite dès le premier épisode, le podcast Nomade Digital. Je les ai tous écoutés du début à la fin et ça m'a vraiment fait du bien parce que enfin, si tu veux, moi j'étais vraiment dans la cible vu que j'étais à ce moment-là en voyage, donc totalement nomade digital. Et tu sais, quand t'es nomade digital, bah, parfois tu te sens un peu seul parce que justement tu fais un boulot qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et donc vous écoutez, ça m'a vraiment fait du bien et on accroche vraiment. Donc ça m'étonne pas que ça intéresse les gens, ça m'étonne pas que vous ayez une grosse progression. Mais je pense que tu joues un peu le même rôle pour ton audience. Ouais, sûrement, ouais. T'es un peu le pote qu'ils peuvent retrouver une fois par jour. C'est un peu ça, ouais. C'est un rendez-vous quotidien, quoi. Et à ton avis, justement, il y a quelle proportion de gens qui sont déjà nomades digital qui te suivent, comparé à ceux qui ne le sont pas encore? C'est une très très bonne question. J'avais fait un sondage pour savoir un petit peu. Enfin, j'avais pas posé la question êtes-vous nomade digital, j'avais posé la question est-ce que vous êtes entrepreneur, salarié ou étudiant. J'ai très peu de salariés enfin, il y en a un, mais il n'y a pas beaucoup. C'est pas la majorité des gens qui me suivent sont pas salariés. J'ai pas mal d'entrepreneurs, de petits entrepreneurs, des indépendants, et j'ai aussi beaucoup d'étudiants qui se retrouvent un peu en fait parce que je parle beaucoup de mon histoire en fait, et je dis souvent que j'ai arrêté mes études pour me lancer dans ma boîte finalement et faire ce que j'avais vraiment envie de faire, et c'est le cas. Et donc forcément, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont exactement comme moi l'année dernière, c'est-à-dire qui ont envie d'une alternative, qui n'ont pas envie forcément d'avoir un diplôme et de rentrer dans la voie que tout le monde suit et de trouver un boulot, etc. Donc ça inspire aussi, à mon avis, pas mal d'étudiants. D'accord. Et pour revenir un peu sur Jean Rivière, Ouais. Jean Rivière, j'ai toujours eu un peu de mal à cerner personnellement. En personne, il est comment? Est-ce qu'il est comme en vidéo? Ouais, Voilà, si tu peux un peu en je parler. vais pas tout dire sur lui. Le meilleur moyen de le savoir, Ça c'est d'y aller. balance. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il est très sympa, très généreux. Donc c'est-à-dire que si tu vas en Thaïlande et que tu vas le rencontrer, vous pourrez discuter, il va te dire tout ce que tu veux savoir, quoi. Mais c'est vrai que dans son business, il est un peu plus secret. Mais ensuite, je vais pas balancer tous ces
Je vais pas balancer tout ce qu'il dit pas sur son vlog, quoi. C'est pas le but. Il est basé où, Jean Rivière, pour ceux qui savent pas? Il est à Pattaya, c'est un peu au sud de Bangkok. C'est à peu près 1h30 en voiture. D'accord. Et aussi, il y a une vidéo récemment qui m'a assez intéressé. C'est une vidéo où tu critiques le développement personnel. Ouais, Où d'ailleurs, ça a été un peu mal reçu par certains. absolument, ouais. Et moi, je suis je suis d'accord. Je trouve qu'il y a beaucoup de dérives dans ce domaine-là. Mais un autre domaine où je trouve qu'il y a beaucoup de dérives, c'est justement le web marketing. Ouais. Donc pourquoi s'être concentré sur le développement personnel plutôt que le web marketing? Bah, écoute, t'as raison, je suis d'accord avec toi, hein. C'est des thématiques où il y a forcément des dérives, en fait, parce que si t'appliques, en fait, c'est tout simple, si t'appliques les principes marketing jusqu'au bout, tu vas forcément te retrouver à faire un truc pas éthique et un peu pitoyable, quoi. Parce que, T'es un génie, là, c'est pas possible. Là. La question juste après, c'était quelles sont tes limites éthiques? Donc, voilà, tu pourras. Je mais te laisse répondre à celle-là. Puis Non, mais ensuite, c'est une tu très très bonne poursuivras. question. À mon avis, ça peut vraiment être un long débat, mais c'est que forcément, on est dans un domaine où on regarde des statistiques, où on suit ces métriques, et où enfin surtout toi, tu le fais vraiment bien, toi, Stan, mais c'est-à-dire que tu regardes les stats et tu essaies d'optimiser. Mais en fait, si on optimise au maximum, on va se retrouver à faire ce que beaucoup de gens font malheureusement dans ce domaine, qui est de vendre des formations très chères à très peu de personnes, cibler des gens qui sont vraiment dans le besoin et qui n'ont pas. Enfin, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à vendre des formations très chères à des gens qui n'ont pas les moyens. Et Tu peux le dire, un vendeur de rêve. voilà, mais leur vendre en fait des solutions à leurs problèmes alors que c'est pas vraiment des solutions et les gens vont parfois, enfin, on trouve des histoires de fous, des gens qui s'endettent pour acheter des formations très chères pour devenir riches, finalement ça va pas marcher. Et en fait, si tu pousses la stratégie marketing jusqu'au bout, tu vas forcément te retrouver à faire ça parce que c'est sûrement ce qu'il y a de plus rentable. Mais après, le problème, c'est que Sur le court terme, oui, mais c'est pas clair que sur le long terme, ça soit toujours très rentable, hein. Quand tu vois le derrière des coulisses de ces gros lancements et qui font beaucoup d'argent, ils ont des taux de remboursement derrière de 20, 30, 40%. Voilà, il faut voir sur le long terme combien est-ce que tu gagnes, etc., hein. Les mecs aux USA parce que les USA pour moi ont 3-4 ans d'avance sur notre marché. Les mecs aux USA qui étaient les gros vendeurs de rêves, etc., ils ont fait quelques gros lancements, mais ils n'ont pas tous tenu la route. Alors qu'il y a plein de mecs qui se sont montés et qui continuent à faire 10 millions par an parce qu'ils vendaient des formations qui étaient de qualité, quoi, et les mecs rachetaient derrière. Donc voilà, je voulais mettre un bémol là-dessus parce que je suis d'accord que parfois il y a des facilités à vendre à un marché de clients qui sont entre guillemets désespérés ou qui ont un besoin et qui peuvent être un peu naïfs sur certaines promesses. Mais je suis pas convaincu que ça a été prouvé que ça soit la façon la plus rentable de gérer ce type de business. ouais, peut-être. Mais à court terme, c'est-à-dire si on suit vraiment les métriques à court terme, on peut arriver à faire ça, quoi. C'est vrai. Mais t'as raison, sur le long terme, à mon avis, c'est pas viable. Oui, je suis d'accord, hein, Est-ce que justement, tu as t'as des techniques marketing que tu n'utiliseras pas parce que tu trouves que c'est un peu, justement, c'est un peu au-delà de ce que tu considères comme étant éthique? Euh, ouais, il y en a pas mal. Bah, par exemple, il y a un truc que on m'a toujours conseillé de le faire, mais j'ai jamais voulu le faire, c'est vendre un produit avant de l'avoir créé, tu vois. C'est-à-dire que je considère pas que c'est pas éthique. c'est Je sais que toi tu le fais. c'est ce que je viens de faire. Mais C'est c'est ce pas, que je j'ai fait la considère que semaine dernière. c'est pas, je considère Ah, que le c'est mec pas qui vient éthique. sur mon podcast et il me dit t'es pas éthique. Alors, voilà, je termine. Ah, vas-y, Enfin, bon. je considère pas que c'est pas Vas-y. éthique, mais je sais que si je le vends avant de l'avoir créé, je serai pas forcément aussi motivé pour le créer. Il y aura pas forcément autant de passion mis dedans. Et en fait, c'est des limites que je m'impose à moi-même parce que je sais que je donnerai pas le meilleur si je fais ça. Mais c'est personnel. Après, il y a des gens qui le font et qui le font très bien, tu vois. Mais c'est un exemple de trucs que je fais pas. Et il y a plein de trucs voilà, il y a plein de trucs que je pourrais faire. Il y a aussi des trucs que je pourrais faire pour gagner plus, mais qui m'intéressent pas. C'est pas que c'est pas éthique, c'est que j'ai pas envie de le faire, comme du coaching ou des webinaires aussi. Ça, j'en ai fait un petit peu, mais c'est pareil. Des webinaires, on se retrouve. Je sais que t'en fais aussi, Stan. C'est vraiment pas pour te casser ton truc. Mais webinaires, j'en ai fait aussi. Et on se retrouve à vendre des trucs assez chers à des gens. Ça marche très bien, mais après, il y a un suivi à faire et c'est pas forcément super fun, tu vois. Et moi, je préfère me concentrer sur mes vidéos tous les jours, faire des petites formations. Et en fait, je préfère passer plus de temps sur mes vidéos quotidiennes que sur mes formations, quoi. Et donc, du coup, en créer un peu moins et gagner un peu moins d'argent. Mais c'est vraiment une vision à long terme, c'est une stratégie à long terme, quoi. D'accord. Et ma dernière question sur le sujet, ce sera est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir une formation dont tu n'étais pas satisfait? Ou tu l'as sortie parce que tu as quand même passé du temps à le faire, mais au fond de toi, t'en étais pas très content, quoi. Alors, j'estime toujours que ça apportera de la valeur aux gens. Ensuite, il y a des formations forcément que je trouve mieux que d'autres et d'autres que je vais pas forcément mettre en avant aujourd'hui. Il y a aussi des vieilles formations que j'ai enlevées de mon catalogue parce que j'estime qu'elles sont plus mises à jour.
Mais clairement, à chaque nouvelle formation que j'essaie de faire, en ce moment en tout cas, j'essaye de passer plus de temps, de m'améliorer, de les faire peut-être un peu plus longues, d'être mieux concentré. Par exemple, avant, mes formations, je les faisais tout en une journée en fait. Je faisais une formation en une journée et je me suis rendu compte qu'au bout du troisième, quatrième module, j'étais épuisé et c'était pas le même niveau de qualité. Et donc du coup, ma dernière formation, j'ai décidé que ça allait être vraiment le truc le plus important de ma journée et je l'ai divisé sur 4 jours, j'ai fait un module par jour et c'était le premier truc que je faisais dans ma journée. Du coup, j'avais le même niveau d'énergie et du coup, la qualité est meilleure. Mais à mon avis, c'est très, très, très important de privilégier vraiment la qualité de ces formations et pas seulement la vente et l'acquisition de trafic. Parce que, tout simplement, d'un point de vue business, tes clients, ils sont recommandeurs, tes clients, ils rachètent. Et donc, si tu as l'intention d'aller loin et de vendre d'autres formations derrière, c'est important de mettre de la qualité. Mais je vais pas, enfin, pour être honnête, non, je suis pas toujours aussi content de mes formations. Et je mets pas en avant mes vieilles formations ou les formations dont je suis pas fier, clairement. Pour creuser là-dessus, une formation chez toi, ça ressemble à quoi? C'est combien, disons, d'heures de contenu ou quel format c'est? Combien ça coûte? Et du coup, combien de temps ça te prend à le faire? Alors mes formations, elles coûtent 47 euros au lancement. Là, la plupart sont à 57, mais en fait, je vais toutes les mettre à 47, ce sera un prix. En fait, voilà, un autre truc que je peux vous balancer aussi, c'est j'ai trouvé un nouveau truc, c'est en fait, au lieu de lancer la formation à un prix réduit et ensuite d'augmenter le prix, on m'a dit plusieurs fois que c'était pas forcément une super stratégie parce que tu dévaluais le prix de tes formations, et c'est vrai, et j'aime pas ça. Ça fait partie, voilà, des trucs que j'aime pas, mais j'ai jamais osé ne pas le faire parce que j'avais peur de faire zéro vente, en fait. Et ma dernière formation, j'ai sorti à 47 euros, j'ai jamais augmenté le prix. Et en fait, c'est ma formation qui s'est le mieux vendue de toute l'histoire de mes formations. Donc pour dire que finalement, il faut tenter d'autres trucs. Toutes les stratégies marketing qu'on nous dit depuis des années sont pas forcément les meilleures. Et en fait, le plus important, c'est surtout la relation que tu noues avec ton audience et la conviction que tu as toi-même dans tes formations. Pour revenir sur le prix, donc elles sont à 47 euros. C'était quoi la question? Combien, disons, à quoi ressemble le contenu intérieur pour donner une idée des gens? Et est-ce que c'est de la vidéo? Combien d'heures de vidéo? Ouais, alors c'est juste de la vidéo. Parfois, il y a une mind map ou un plan d'action ou une liste de tâches ou un truc qui est fourni avec. Et c'est à peu près entre 1h30 et 2h30 de vidéo pour une formation à 47 euros. Par exemple, la dernière était... Généralement, il y a 3-4 modules ou un peu plus de 20 minutes. La dernière, je voulais faire 4 modules de 30 minutes et en fait, j'ai fait 4 modules de 40 minutes, donc elle est assez longue. Mais ça reste. En fait, j'ai vraiment envie de développer deux gammes, c'est-à-dire la gamme de mes formations à 47 euros, qui durera à peu près entre 1h30 et 2 heures, qui seront des petites pastilles d'informations concentrées avec un petit plan d'action. Et peut-être lancer une nouvelle gamme de formations plus chères, peut-être à 197 euros, avec un programme, un plan d'action complet sur plusieurs semaines et peut-être une quinzaine d'heures de formation. Je vais voir, je suis encore en train de réfléchir là-dessus. Ok. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans ton business model. Alors, c'est probablement une projection de ma part, mais c'est qu'il y a vraiment un grand sens de focus, tu vois, de concentration. J'ai l'impression que toi, tu as un business model qui est vraiment basé sur ta vidéo quotidienne, avec derrière des formations, mais il y a une certaine pureté, entre guillemets, là-dedans. Il y a pas 10 000 trucs qui partent dans tous les sens, parce que moi, c'est vraiment toujours quelque chose avec lequel je suis en lutte. C'est-à-dire que j'ai cette envie d'avoir un business model simple, d'avoir le podcast, d'avoir les clients, je sais pas quoi, d'avoir un système, quoi. Mais au final, dans la pratique, ce que je me retrouve à faire, c'est toujours avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées, lancer des trucs. J'ai toujours X trucs en parallèle. En plus, moi, je prends du client. Donc, dès que tu prends du client, ça te met des contraintes, etc. Et du coup, moi, je sais pas, j'ai toujours eu cette idée que pouvoir se concentrer sur un truc, c'était un peu le luxe, tu vois, et que dès que je pouvais avoir, même, tu vois, 2-3 semaines où je pouvais me concentrer sur un seul projet, j'avais l'esprit vachement plus libre. Même si je travaillais autant d'heures, je me sentais moins distrait et surtout, je me sentais plus en contrôle. Parce que j'avais pas l'impression de jongler 40 trucs et qu'il y en avait toujours un qui était en train de tomber. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, que tu as construit consciemment? Ouais, bien sûr. Si tu veux, c'est vrai que plus on fait de trucs, plus c'est difficile de tout gérer en même temps. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je me pose la question, est-ce que là, ce que je suis en train de tester, ou ce que je suis en train de faire, ou le nouveau truc que j'ai implémenté, est-ce que c'est vraiment utile et est-ce que ça me plaît vraiment? Et si ces deux conditions sont pas requises, je le supprime ou je l'enlève. Voilà, en fait, c'est comme ça que je définis mes tâches et j'essaie d'éliminer un maximum de tâches. Et il y a plein de trucs que je fais pas, que je pourrais faire, comme par exemple le coaching individuel. J'ai juste un coaché que j'ai depuis longtemps et maintenant c'est un ami en fait. Donc quand on se voit, c'est pas du tout une contrainte pour moi. Mais c'est un truc que je pourrais faire pour gagner plus, mais j'ai vraiment envie de me concentrer sur les vidéos. Et en fait, quand tu dis c'est incroyable, il fait une vidéo par jour, vraiment, il y a rien d'incroyable, il y a rien de difficile. À mon avis, je travaille moins que la plupart des gens. Je passe pas beaucoup de temps à travailler. Simplement. Alors, tu travailles combien de temps par semaine? Je peux pas te dire. En gros, je passe pour faire une vidéo, il y a peut-être 1 heure.
peut-être 1 heure de préparation et de tournage maximum quand je fais une petite vidéo. Et peut-être 2 heures de montage, quoi, et peut-être 1 heure en plus pour faire tout ce qui est miniature, mise en ligne, tout ça. Donc ça va. Ensuite, il y a plein d'autres. Ensuite, voilà, il y a d'autres tâches qui sont pas vraiment des tâches, mais genre voilà, quand je me forme beaucoup au cours de la journée, donc c'est aussi des moments qui sont utiles, même si c'est pas des tâches précises. Je passe aussi pas mal de temps à glander un peu sur Facebook et tout. C'est pas vraiment utile, mais bon, on peut quand même considérer ça comme une tâche parfois parce que je fais un peu de maintenance, quoi. Je réponds aux commentaires, tout ça. Mais si tu veux, j'ai vraiment éliminé tout ce que j'aimais pas faire et tout ce qui était pas vraiment indispensable pour garder que ça, que ce que j'aime vraiment faire et ce qui marche. Et en fait, à mon avis, c'est vraiment la meilleure solution si tu veux construire quelque chose, c'est de faire tous les jours la même chose et un truc simple en fait, un truc que tu maîtrises et un truc où tu vas pouvoir progresser. Je pense que c'est important et je sais que voilà, c'est un problème de beaucoup d'entrepreneurs qui est que tu jongles entre plein de trucs en même temps et du coup tu peux pas te focus à 100% sur un truc. Mais c'est un choix, tu vois, et c'est un choix délibéré. Mais t'as pas ce truc derrière ta tête qui te dit putain, je fais ça, mais je pourrais faire autre chose, je pourrais faire tel ou tel projet, je pourrais faire un podcast, je pourrais réécrire des articles sur mon blog, je pourrais faire des articles invités, je pourrais faire des co-vidéos avec d'autres gens. T'as pas cette sensation constante que tu pourrais faire plus? Alors je l'avais avant, je l'ai moins aujourd'hui. Je l'avais avant quand j'étais blogueur justement parce que je faisais pas un article par jour, je faisais un article de temps en temps et du coup j'avais pas de plan d'action précis chaque jour. Et là en fait je préfère me dire que ma priorité, c'est-à-dire que je me laisse le droit de faire tout ça, mais ma priorité ultime c'est de faire ma vidéo du jour, c'est ce qui passe avant tout. Et donc à partir du moment où j'ai pas fait ma vidéo du jour, bah, je fais rien d'autre en fait. Et donc ouais, il y a d'autres petites tâches que je fais. Alors là récemment, on peut en parler si tu veux, je me suis mis au live Facebook, c'est-à-dire tous les jours je fais un live en plus de la vidéo à 18h. Et et ça c'est pareil, tu vois, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que c'est du travail en plus, mais en fait vraiment pas, parce que le live il dure peut-être 15 minutes, tu vois, donc ça prend 15 minutes dans la journée, il n'y a aucune préparation, puisque dans le live on parle de ce que je parle dans la vidéo avant, en fait je réponds aux questions des gens sur la vidéo, donc je fais en sorte que ça me prenne pas beaucoup plus de temps, mais que ça apporte une nouvelle tâche quotidienne qui va faire la différence avec la plupart des gens qui jonglent justement avec plein de choses en même temps. Parce qu'en plus le live sur Facebook en ce moment est vachement mis en avant, quoi. T'as carrément une notification sur ton truc qui apparaît en disant Antoine est live. C'est assez bluffant. C'est fou, ouais. Et t'as combien de viewers sur ton live généralement? Alors là, ça fait pas beaucoup, j'en ai pas encore fait beaucoup, mais j'en ai à peu près entre 30 et 60. Et si je fais un live vraiment long, ça peut aller jusqu'à 100 ou 120. D'accord. Mais l'idée, c'est de t'essaies de faire créer un tous les rendez-vous, jours. en fait, c'est Ouais, ça? exactement. Donc Ouais. ça fait seulement 3 jours, hein, donc j'ai pas encore de résultats. Mais l'idée, c'est de, voilà, tous les jours se donner rendez-vous à la même heure jusqu'à ce que les gens, en fait, aient le réflexe à 18h, soit s'ils ont activé les notifications, de recevoir la notification et d'aller voir, voilà, souvent à 18h, on est sur Facebook, donc d'aller voir le live s'ils veulent des réponses aux questions, quoi. Et l'idée, c'est voilà, l'idée, c'est toujours de remplacer. C'est-à-dire que je pourrais passer du temps à répondre aux commentaires sur YouTube, et en fait, je me dis que ça, c'est plus intéressant et plus productif, et ça va apporter plus dans mon business sans prendre plus de temps, de faire un live et de répondre aux questions directement sur le live, plutôt que de répondre à chacun des commentaires un par un. Donc c'est des choix en fait, c'est-à-dire quand j'ajoute quelque chose, j'enlève quelque chose. C'est un peu comme le sac d'un nomade digital. Quand t'achètes une nouvelle paire de pantalons, il faut jeter les vieux pantalons sinon t'as pas la place. C'est ça, mais c'est très bien, ça t'apprend à faire des choix, c'est génial. Au niveau de la vidéo quotidienne, la question à mon avis qu'il faut absolument que je te pose, parce que beaucoup de gens vont se la poser, c'est comment tu fais pour trouver des idées? Il n'y a pas un moment où tu es à court d'idées, il n'y a pas des jours où tu es épuisé, tu te dis putain, j'ai pas envie de le faire. Comment est-ce que tu gères ta créativité sur un truc qui est vraiment quotidien, tous les jours, il faut que tu trouves des nouvelles idées? Est-ce que toi, parfois, tu as des angoisses de te dire est-ce que je vais tomber à court de jus là-dessus? Comment est-ce que tu penses à tout ça? Alors déjà, je sais que je vais jamais tomber à court d'idées, simplement parce que voilà, ça fait plus de 6 mois que j'ai trouvé une idée quand même tous les jours. Donc je vois pas pourquoi d'un coup j'aurais plus aucune idée. Ça me paraît impossible en fait. Par contre, ça m'arrive très souvent de ne pas avoir d'idée pour la vidéo du jour. Par exemple, hier, j'avais 2 vidéos à faire parce que j'étais en retard. Et le soir, j'ai vraiment attendu le coucher de soleil pour trouver mon idée parce que j'avais vraiment aucune idée. Et en fait, souvent, ça vient un peu tout seul, surtout si alors, le problème, c'est quand tu essaies de faire des vidéos uniquement pratiques où à chaque fois tu donnes des outils techniques ou des conseils, forcément, à un moment, tu sais plus trop quoi dire et tu te répètes. Mais si tu pars du principe que ta chaîne YouTube vraiment parle de ta philosophie de vie et de ta mentalité et de ton mindset, finalement, tu auras toujours des trucs à dire parce qu'on a toujours des trucs à dire là-dessus, tu vois. Là, tu m'interviews, j'ai des trucs à te dire. Il y a des trucs que j'ai même pas dit dans mes vidéos que je te dis parce que j'y avais pas pensé, mais ça vient, en fait, ça vient tout seul. Et donc, par exemple, hier, j'avais pas d'idée pour ma vidéo du jour. Je me suis juste posé je me suis vraiment pas foulé, je me suis juste posé sur mon transat, sur ma terrasse, et j'ai commencé à parler du doute, parce que la veille, j'étais un peu dans le doute, je me posais des questions et tout. J'ai improvisé totalement là-dessus pendant, je sais pas, 10-15 minutes. J'ai monté... Justement, je vais te dire ça.
Ouais, J'ai trouvé que justement cette vidéo était un peu moyenne. Je l'ai regardée pour le coup. Et j'ai trouvé ouais. qu'elle était un peu moyenne parce qu'on sentait beaucoup que tu improvisais en fait. C'est-à-dire que tu te répétais Bah, beaucoup, ça c'est restait un ça, peu ouais. toujours sur le même sujet. Et justement, est-ce que Ouais. tu penses que ce serait pas quand même important d'avoir un peu de préparation au préalable pour avoir Si, au si, moins bien quelques sûr. points clés? C'est pas les meilleurs, mais si tu veux, c'est juste un exemple. C'est voilà, quand t'as pas d'idée, voilà, je me suis posé, j'ai improvisé et j'ai appelé ça Let's Talk. Donc en gros, j'ai inventé un format qui correspondait D'accord. au fait que que je me foule pas Pour au montage, quoi. justifier ton manque de préparation. Ok. Ok. Exactement. Mais par contre, ouais, il vaut mieux les préparer. À un moment, alors là, j'ai un petit peu lâché malheureusement, mais à un moment, je m'étais vraiment fait un planning de contenu où chaque jour, je me mettais une idée. Et alors, deux choses que vous connaissez sûrement. La première, c'est de noter à chaque fois qu'une idée vous passe par la tête. J'ai un carnet Evernote où je note toutes mes idées. Et ensuite, la vraie difficulté, c'est de le ressortir au bon moment. Et quand on est dans le bon mood, il y a une bonne technique que moi j'ai fait aussi à un moment, que je fais aussi aujourd'hui, mais un petit peu moins, c'est de faire des semaines thématiques. Et donc toute la semaine de parler d'une même idée, mais sous des angles différents et donner des conseils différents. L'avantage, c'est que si tu vends une formation cette semaine, en plus, bah, ça la met en avant. Évidemment, tu vas prendre la thématique de ta formation. Et surtout, c'est que voilà, tu vas être vraiment dans le bain et tu auras toujours des trucs à dire là-dessus, quoi. Mais c'est pas facile, hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où j'ai vraiment pas d'idée et c'est un vrai problème, hein. C'est bon. Mais c'est pas, disons que le problème, c'est pas d'avoir une nouvelle idée par jour. Le problème, c'est plus, je dirais, de s'organiser pour avoir la bonne idée au bon moment et être inspiré, quoi. Parlons un peu de voyage maintenant, parce qu'on m'a fait remarquer, Paul m'a fait remarquer que dernièrement, dans Nomad Digital, on a beaucoup parlé de business et on a moins parlé de voyage. Donc maintenant, c'est le moment un peu voyage. On verra si on a un petit jingle voyage. En tout cas, j'ai remarqué que le moment où tu as commencé à faire tes vlogs quotidiens a grosso modo coïncidé avec le moment où t'as bougé en Asie voilà, et dans les premiers mois j'ai vraiment l'impression que le fait que tu sois en Asie ça a vachement facilité la création de vidéos parce que t'avais toujours des décors différents, t'avais des trucs qui se passaient, t'étais en voyage, il y avait vraiment de la couleur locale quoi. C'est plus facile de garder l'attention des gens quand quand tu peux montrer des images de bus et de plages paradisiaques que quand t'es rentré chez toi en région parisienne. Les images de bus, ça accroche. Ça, c'est un. Ça c'est un incroyable. Bah ouais, c'est clickbait sexy monstrueux, les quoi. images de bus hein. Dans les thumbnails C'est tout ce YouTube, que c'est t'as ça, t'as retenu, des quoi. images de bus, bah c'est bon, je clique quoi, c'est gagné. Ouais. Et il y en avait beaucoup, hein. T'as pris beaucoup le bus. Il y avait aussi une fois, j'avais C'est suivi vrai, avec ouais. passion ton Snapchat où pendant une nuit, tu prenais le train pendant X heures et tout. Et Ah ouais, c'était putain. cool, je sais pas, j'avais Ouais. un petit côté à suivre. Alors que pourtant, tu vois, j'étais moi-même en Asie à ce moment-là. Enfin, bref, Ouais. ce sur quoi je voudrais revenir, c'est pendant ces mois où t'étais en Asie, comment est-ce que tu voyageais? J'avais l'impression que tu bougeais beaucoup, tu bougeais fréquemment. À quelle fréquence à peu près est-ce que tu bougeais? Comment est-ce que tu planifiais ton voyage? Et comment est-ce que tu t'organisais pour continuer à produire pendant ce temps-là? Alors, je restais à peu près entre 2 et 4 nuits dans les endroits, dans les hôtels. Et ouais, donc du coup, ouais, je bougeais pas mal. Le but, c'était de voir plusieurs endroits sympas dans chacun des pays. Donc j'étais, je sais pas si j'ai dit, j'étais au Sri Lanka, en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines et encore en Thaïlande pour voir le nord. Et il y a plusieurs endroits où je me suis arrêté plus longtemps. Par exemple, je suis resté une semaine à Bangkok, je suis resté une semaine à Chiang Mai, dans des endroits que j'aimais bien. Mais comment je m'organisais? Bah, en fait, si tu veux, enfin, je sais pas, j'ai découvert un truc génial qui est le téléphone portable, le smartphone, qui a une app pour tout et qui facilite tellement la vie des voyageurs que je me dis, je sais pas comment faisaient les gens avant, je sais pas comment faisaient mes parents. Enfin, c'est un truc de fou, tu vois. Tu réserves ton hôtel. En fait, moi, ce que je fais, c'est que dès que j'arrive Mais dans est-ce un que nouveau. ça te manque pas un peu, ça aussi, peut-être? De Le quoi? fait qu'avant, il y avait beaucoup moins de touristes, c'était beaucoup moins planifié. Tu partais un peu à l'aventure Ça devait être complète. Alors bien, que maintenant, mais après, ça plus dépend. facilement, tu peux justement trouver. Mais après, ça trouver devient l'enfer. C'est-à-dire quand tu bosses sur le web, tu vois, et que tu dois bosser, et que tu dois Ouais, avoir du effectivement. wifi et tout, finalement, tu préfères avoir les inconvénients de ça plutôt que les avantages, quoi. Enfin bref, tu m'as compris. Ouais, ce que je Mais attends, disais, mais c'est vous dites, est-ce que, que ça te manque pas et tout? Mais on l'a jamais connu ça. ouais, j'ai pas connu, mais Moi, j'ai pas connu l'époque où les gens avaient des cartes papier et tout. Non, mais Ouais. plus par rapport au livre, moi, en fait. Plus par rapport à ça, toi. ouais. Où ils partaient dans des pays totalement. Enfin, ils emmenaient la grosse valise, là, et c'était par Tu veux bateau. dire quand ils Toi, faisaient des c'est un peu safaris plus, quoi en 1900 et qu'ils allaient coloniser des pays, c'est ça? Non, N'importe quoi. on va éviter cet aspect négatif, quoi. Mais Ouais, plus ce côté aventurier. Je veux dire, c'est plus dur d'être un vrai aventurier maintenant parce que bien sûr. tout est plus facile, en fait. Mais c'est pour ça que c'est bien. Enfin, Ouais, si tu veux, ok, il y a deux ouais. façons de voir la technologie. Soit tu vois tous les aspects négatifs, soit tu décides de l'embrasser pleinement et de l'utiliser pour être plus libre finalement.
Et moi, si tu veux, moi, c'est le cas avec Snapchat, par exemple. À un moment, j'utilisais à fond Snapchat et j'étais complètement accro et j'en ai eu ras-le-bol. Donc, j'ai désinstallé l'app. Pendant un an, je l'ai pas utilisé. Et là, je me suis remis dessus à fond parce que là, ça fait sens et j'utilise pour mon business. Tu vois, je me suis dit, de toute façon, ça existe. De toute façon, tout le monde l'utilise. Soit je deviens aigri et je rejette toute la technologie, soit je décide de faire comme tout le monde, mais simplement de l'utiliser mieux que tout le monde et d'apprendre à l'utiliser, tu vois. Et c'est un peu pareil pour tout. Et en voyage, en fait, voilà. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que, et je pense que vous faites ça aussi, c'est que dès que j'arrive dans un nouveau pays, je prends une carte SIM avec la 4G ou la 3G. Et, euh, et je réserve en fait mes hôtels le jour même directement, souvent dans le bus justement, je réserve mon hôtel avec Agoda qui permet de payer directement à l'avance avec PayPal, ce qui est absolument génial. Airbnb aussi, tu peux réserver un Airbnb pour une semaine en 5 minutes. Et le mieux, vraiment le mieux que j'ai découvert vraiment en voyage, c'est Expedia qui te permet avec l'appli de réserver un billet d'avion, de réserver le billet d'avion le moins cher en littéralement 5 minutes. C'est absolument génial, je trouve. Donc t'as pas à comparer pendant 4 heures comme avant il fallait faire sur internet, quoi. Comment est-ce que tu choisissais tes destinations à chaque fois? T'avais un plan global ou tu le faisais à l'instinct? Alors soit j'avais des bons potes comme Paul qui me donnaient des bons plans c'était quoi le truc aux Philippines avec les requins, c'était génial ce moment-là. Avec les requins Là, j'ai baleines. que les requins-baleines, ouais. Voilà, donc parfois il y a des gens qui me donnaient des conseils, qui me disaient tiens, faudrait que Tu tu peux ailles là. répéter Donc le bon j'allais là. plan à l'antenne, Paul? Tu t'en souviens du lieu? Je me souviens plus du nom du Ouais, c'est à... Si, je m'en Cebu, souviens, moi. c'est sur l'île de Cebu et C'est à Oslob. Oslob, voilà, Oslob, c'est ça. Oslob, c'est ça. OSLOB. Si Et vous vous voulez tapez Whale Shark et vous allez trouver. si vous voulez nager avec les requins baleines, c'est un truc à faire. Et Bohol aussi pour nager avec les tortues, c'est super. Bref, Apo Island, exactement, pour nager avec les tortues. Bref, ouais, donc en fait, soit on me donnait des conseils, soit je regardais sur Internet, soit je regardais sur Google Maps quelle était la ville la plus proche, enfin, quelle était la ville qui avait l'air intéressante et qui était sur le chemin, quoi. Et souvent aussi, ça m'est arrivé de partir le matin sans savoir où j'allais arriver le soir. Encore une fois, ça, c'est un truc qu'à mon avis, c'est impossible de faire si t'as pas un téléphone portable, tu vois. Donc j'allais à la gare routière, en fait, et je regardais où ça allait. Et puis ensuite, je regardais sur Google Maps si ça avait l'air sympa, si c'était sur mon chemin. Et puis j'y allais, quoi. Mais du coup, je me suis retrouvé dans des petites villes vraiment où les touristes, par exemple, avaient aucune raison d'aller, où il y avait zéro touriste, et c'était mes meilleures expériences, en fait, parce que vous arrivez dans des coins vraiment authentiques. Et moi, j'aime bien aussi voyager en allant de temps en temps dans des coins authentiques. Donc c'est cool aussi de pas faire que le guide touristique. Et par contre, le premier mois au Sri Lanka, j'avais un guide, j'avais le Lonely Planet, ça m'a bien aidé. Et du coup, en termes de journée, ça ressemble à quoi? Parce que tu devais quand même continuer à tourner tes vidéos, ça te prend plusieurs heures. Comment est-ce que tu faisais le matin? Tu te levais, tu partais dans la nature ou est-ce que tu commençais par écrire, tourner? Comment tu t'organisais? Ça dépendait vraiment des endroits. Généralement, je prenais quand je me déplaçais d'une ville à l'autre, tu sais, il faut rendre la chambre à midi. Moi, je suis pas un lève-tôt, donc je me lève pas à 7 heures pour faire des vidéos. Donc tu te levais Du à coup, 11h59. Exactement. Et du coup, je tournais plutôt l'après-midi, mais ça n'a pas toujours été facile, surtout quand j'essayais de faire des vlogs sur toute la journée. Parce que, tu sais, quand t'as 3-4 heures de bus, parfois ça t'épuise, t'arrives, t'as pas du tout envie de tourner. Donc c'était pas évident, mais j'essayais vraiment de tourner pendant la journée, si possible le matin, parce que le matin, je suis plus performant pour parler, en tout cas. Et par contre, un truc qui est bien, c'est le montage, toujours le soir. Moi, j'accorde de l'importance au montage, j'aime bien passer un peu de temps dessus, c'est un moment de détente pour moi. Et ce qui est génial, c'est que j'ai pas besoin d'être concentré pour faire du montage, en fait. C'est-à-dire, je peux être complètement claqué, je peux être épuisé. Tu mets devant un ordinateur, je vais me concentrer directement sur mon montage et ça va se faire tout seul, quoi. Donc du coup, le montage, je faisais le soir. Ce qui est bien quand t'es en voyage, c'est que t'as pas toujours des trucs à faire le soir, donc ça te permet aussi de pas te retrouver tout seul dans ta chambre d'hôtel et déprimé. Ça te fait une occupation. Et du coup, j'organisais mes journées comme ça. Je tournais la journée, je montais le soir. Et moi, il y a une des choses qui m'a frappé quand j'ai beaucoup bougé dans différents endroits, c'est qu'une des choses qui me permettait, moi, de pas être dépaysé et de me centrer, c'est que j'ai un certain nombre d'habitudes, de routines que j'ai tendance à répéter, en fait, un peu partout où je vais. Est-ce que toi, tu avais des routines que tu as maintenues pendant ce temps-là, d'endroit en endroit, ou est-ce que ça a changé à chaque fois? Alors moi, je suis vraiment pas bon en routine. J'ai essayé d'en avoir, mais à chaque fois, ça dure pas, en fait. À un moment, je faisais une séance de sport tous les matins. Je sais pas quelle drogue j'avais pris pour réussir à faire ça. Mais en effet, j'ai fait ça tous les matins au réveil. Mais là, par exemple, depuis que je suis rentré à Paris, je suis incapable de faire une séance de sport le matin. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être le fait. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça aussi, ça dépend de l'environnement, tu vois. Quand je suis à Paris, j'arrive pas à me motiver à faire les trucs parce que j'ai trop de trucs à penser, j'ai trop de tâches et tout, alors qu'en voyage, t'as rien à faire, en fait, ça qui est cool. Mais sinon, ouais, j'ai essayé peut-être d'avoir quelques routines. Alors, je suis pas un pro de la routine. J'ai pas de routine matinale particulière. Je sais pas méditer. Euh, donc, j'ai pas tellement de routine. Disons que la routine la plus simple, c'était par exemple quand j'ai une formation à faire.
Je me pose une semaine au même endroit. Tous les matins, je me lève, je prends mon petit déj, je fais un module de la formation. Ensuite, l'après-midi, en début d'après-midi, je tourne la vidéo. Le soir, je fais le montage. La seule routine que j'ai, c'est le soir, je fais le montage. Et si j'ai pas le temps de faire le soir, je fais le lendemain matin. Et justement, après le montage, est-ce que tu arrives à t'endormir facilement et plus largement, Non. comment tu gères ton sommeil? Parce que moi, c'était un gros problème quand je voyageais beaucoup. C'était une catastrophe, c'est-à-dire que j'arrivais pas à dormir, du coup, je passais les journées totalement dans le noir, quoi. Ouais. Est-ce que tu as un peu ce même problème? Ouais, justement, est-ce que tu arrives bien à le gérer? Moi c'est vraiment le truc le plus bloquant, mais de très très loin, en fait. Ouais. Et je pourrais pas faire ce que tu fais rien que pour ça, parce que ouais, ce sera impossible. Bah, j'ai pensé à vous parce que je sais que vous êtes deux. Enfin, vous avez tous des problèmes de sommeil et moi aussi, en fait, parce que voilà, je sais pas, enfin, moi, je pense toujours à plein de trucs, j'arrive pas à m'endormir à cause de ça. Et par exemple, là, j'ai beaucoup plus de mal à dormir à Paris qu'en voyage. Peut-être parce qu'en voyage, finalement, le fait de pas mal bouger, de voir beaucoup de choses, bah ça. Tu t'épuises, ouais. Ouais, et puis ça t'épuise, et puis surtout mentalement, du coup, t'as pas de vide qui te fait que tu penses à plein de choses, en fait. Du coup, vu que tu vois plein de choses, enfin, c'est ma théorie là-dessus, mais vu que tu vois plein de choses dans ta journée, ça, c'est bon, ton cerveau, il a plus besoin de réfléchir et il a assez réfléchi, quoi. Enfin, c'est ma théorie là-dessus. Mais ensuite, ouais, le problème du montage, c'est que, enfin, moi, en tout cas, ça me met dans le flow, tu vois, c'est-à-dire que ça me met dans une espèce d'ambiance créative où je suis super excité. Et du coup, à la fin, je suis à fond. Donc, j'évite de le faire trop tard, quoi. J'évite de commencer mon montage à 22h. Le but, c'est que j'ai fini le montage à 22h, justement, pour qu'ensuite je puisse me détendre. Pourquoi pas faire une séance de yoga pour dormir? Ça, je le fais un peu de temps en temps. Et ça m'a pas mal aidé en voyage. Et ensuite, bah, ouais, je suis comme toi, j'ai un peu du mal à dormir et c'est pas facile. Mais sinon, ah oui, un autre truc bien, c'est que le fait de justement changer d'hôtel régulièrement, c'est que tu es obligé de te lever relativement tôt, c'est-à-dire avant midi, justement. Enfin, moi, j'essaie de me lever à 9h, 9-10h maximum dans les hôtels pour ne pas louper le petit déjeuner, tout simplement par simple gourmandise, tu vois. Parce Exactement, qu'après c'est 10 vrai. heures, il n'y a plus de petit Il est déjeuner. Et temps c'est ça. génial, en fait, parce que ça t'oblige Et par à te radinerie lever aussi. tôt. Exactement, exactement. Donc ça t'oblige à te lever tôt le matin en voyage. Et donc du coup, tu te lèves tous les matins à peu près à la même heure. En plus, moi, vu que je bougeais beaucoup, bah, je sortais pas énormément, je picolais pas trop et tout, donc ça me décalait pas. Et tout ça, c'est des trucs qui s'arrêtent totalement quand tu rentres à Paris. Et j'ai beaucoup plus de mal à dormir, en tout cas chez moi, qu'en voyage. Et donc, durant tout ton voyage, t'as aucun moment où tu t'es retrouvé complètement décalé, c'est pas arrivé ça? Si les moments où je me suis posé, en fait. Quand je suis resté une semaine à Bangkok, par exemple, je me suis vraiment décalé parce que j'avais un Airbnb, j'avais pas de petit déjeuner, et je suis sorti un petit peu, tu vois. Donc en fait, les moments où je me pose, je me décale. Mais si je suis en mouvement, je me décale pas. Donc c'est peut-être voilà, c'est peut-être une solution finalement. C'est de bouger. D'accord. La solution à l'insomnie, bouger tous les jours. Exactement. On va vendre ça, tu sais, des plans de voyage. Il y a une formation à l'année. faire là-dessus. Pour faire l'équivalent d'un petit déjeuner, tu te dis, si je me suis pas levé à 10h du matin, je donne 10 euros à quelqu'un, quoi. Mais c'est ça, mais c'est une super motivation, un petit déjeuner. En tout cas, si comme moi, vous avez très très faim le matin et vous aimez manger, moi je préfère finalement être un peu fatigué et au moins manger D'accord. que l'inverse. Donc voilà. Et pas être viré de la chambre par la meuf qui appelle. Et avant, tu parlais, tu disais que du coup, monter le soir, ça te donnait un truc à faire, t'étais pas trop seul. Et moi, pendant près un an, j'ai voyagé tout seul. Et en fait, je n'ai pas tellement ressenti la solitude. Par contre, il y a beaucoup de moments où je me suis dit, putain, j'aurais bien Ouais. aimé partager ça à quelqu'un, en fait. Est-ce que toi, ça t'est arrivé? Et est-ce que d'une certaine manière, ce vlog, c'est pas un peu ta façon à toi de partager avec ton audience? Si, ouais, c'est une très très bonne analyse. C'est un peu ça, ouais. Bien sûr que ça m'arrive et ouais, c'est vrai que ouais, c'est pas la même chose évidemment qu'être avec quelqu'un, c'est absolument pas comparable. Mais voilà, partager des moments, que ce soit sur Snapchat ou sur mon vlog ou sur mes vidéos, c'est aussi un moyen, ouais, de partager. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit, alors ça j'aime pas trop quand on me dit ça, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit oui, c'est cool, j'adore voir tes vlogs, j'ai l'impression de voyager à travers toi. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi, le but de mes vlogs, c'est pas de faire voyager les gens, c'est de donner envie aux gens de voyager. Et donc c'est comme ça que je le conçois en fait. Et quand je partage des trucs, je me dis peut-être ça va donner envie aux gens de venir ici. Et ça me fait plaisir de savoir ça, de savoir qu'il y a des gens. Il y a des gens qui m'ont dit, enfin je sais pas, il y a des gens qui sont partis au Sri Lanka. Et qui m'ont dit en commentaire, ouais, tu m'as donné envie de partir là-bas, je suis parti. Et je me dis, c'est génial, quoi. Si j'ai pu voilà, donner envie à quelqu'un de découvrir un pays, c'est déjà super, quoi. D'accord. Mais au fond, par exemple, pour Casey Neistat, je pense qu'il y a deux gros aspects qui font que son vlog marche très bien. C'est effectivement, il partage une certaine philosophie. C'est quelqu'un de super positif, ça donne la pêche. Mais aussi tout l'aspect très divertissement, en fait. Et comment est-ce que tu essaies d'équilibrer ça, en fait, pour quand même garder... Parce que moi, j'étais très impressionné par par exemple, pour comparer à Jean Rivière. Jean Rivière, ce qui manque beaucoup dans ses vlogs, c'est justement cet aspect... Enfin, le montage est pas... Toi, le montage, les musiques, toutes les scènes qui changent régulièrement, l'action aussi, ça manque un peu. Et toi, justement, je trouve que tu gérais très, très bien ça. Et le fait d'être en voyage, forcément, ça facilitait. Donc, comment tu vas faire ça pour garder ça un peu à Paris? Parce que forcément, tu pourras pas te montrer en train de faire du surf ou autre. Bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais, bah si tu veux, moi je pense qu'il faut capitaliser sur là où on est bon.
Jean, moi, je le trouve très très bon pour parler. Il a toujours des façons d'expliquer les choses qui sont vraiment exceptionnelles, je trouve. Ensuite, moi, je suis moins bon là-dedans, mais je suis bon au montage. Je sais, enfin, c'est vraiment au montage que je rattrape le truc. C'est-à-dire que même si j'ai tourné des scènes vraiment qui n'ont pas grand intérêt, bah, au montage, je peux essayer de faire un truc sympa, un peu artistique, parce que vraiment, j'aime ça, tu vois. Et j'ai toujours fait du montage quand j'étais petit, déjà, j'en faisais, tu vois. Donc, je sais que c'est une des qualités peut-être de mes vlogs, donc je capitalise là-dessus. Ensuite, j'ai pas toujours des trucs intéressants à montrer, comme tu dis. Là, je suis à Paris, du coup, je fais moins de vlogs. Je fais des vlogs uniquement quand j'ai un événement. Là, par exemple, on était au Web Entrepreneur Day, donc événement d'ailleurs, Stan était là avec avec plein de web entrepreneurs. Donc, ça faisait sens de faire un vlog. Ensuite, quand je suis chez moi à Paris, ça fait pas forcément sens. Mais en même temps, j'ai l'intention de repartir assez vite. J'ai vraiment envie de voyager ces prochaines années, en fait, presque à plein temps. Donc là, c'est vraiment une pause que je prends à Paris, mais ça va pas durer. Je vais repartir assez vite. Mais bien sûr, si tu fais un vlog, alors moi je fais pas des vlogs tous les jours, c'est-à-dire que j'alterne vlog où je raconte vraiment ma journée, j'essaie de faire passer un message en même temps, et vidéo uniquement conseils, techniques, ou alors où je partage juste une idée. Mais c'est clair que quand tu fais un vlog, c'est plus intéressant quand tu bouges. Ouais. D'accord, tu veux continuer de voyager un peu au même rythme en fait. Et ça, je trouve ça assez hallucinant parce que 95% des gens, justement, ils commencent à fond les ballons. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, ils voyagent beaucoup. Et puis au bout de 2-3 mois, ils sentent que c'est trop et ils se posent pendant 6 mois quelque part et ont eu un peu ce rythme qu'on a un peu plus Stan et moi. Mais toi, ça, au contraire, ça t'a motivé pour continuer à bouger non-stop. Ça m'arrivera peut-être un jour, hein, je vais sûrement me lasser un moment, mais là en tout cas, je sais que j'ai davantage déprimé quand j'étais coincé au même endroit, enfin coincé, quand je devais rester au même endroit pendant plusieurs jours, plutôt que quand je bougeais en fait. Quand je bouge, bah, finalement, je m'ennuie pas en fait. Donc c'est ça qui. Donc pour l'instant, ça va, mais ensuite, voilà, ça dépend aussi de où tu vas, si la vie est chère ou pas, si c'est compliqué. Là, l'avantage, c'est qu'en Asie, c'est vraiment simple de bouger tous les jours, quoi. Tu vas à la station de bus, tu vas dans une autre ville, tu prends un hôtel. Il y a rien de compliqué, donc ça te prend pas la tête, quoi. D'accord. Là, je change totalement de sujet, mais je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, notamment qui voudraient peut-être faire comme toi. On va dire, tu as voyagé pendant 4 mois et demi, 5 mois, ça? Ouais, 5 mois, ouais. 5 mois, d'accord. Et ça a été quoi tes dépenses totales durant ces 5 mois? Faut qu'on se fasse un peu une idée du budget qu'il faut pour Euh, ce genre de voyage. Alors, soyons clairs, j'étais dans des pays pas chers. Sri Lanka, Philippines, c'était un tout petit peu plus cher, mais ça reste rien du tout par rapport à la France. Donc ça m'a coûté moins cher que de rester à Paris. Et ça, c'est fou parce qu'à Paris, je paye pas l'hébergement. Je vis dans un appart qui appartient à ma mère. Là-bas, j'ai payé l'hébergement. Je me suis payé des hôtels quand même plutôt sympas de temps en temps, tu vois. Peut-être, enfin, c'était pas que des auberges jeunesse, quoi. C'était des trucs à 20, 30, voire 40 ou 50 euros la nuit parfois. Et en fait, je dépensais moins, simplement parce que, comme tu dis, quand on est digital nomade et qu'on essaie de voyager léger, bah, on n'achète rien, en fait, quasiment rien de physique. Et moi, à Paris, bah, j'avais tendance à dépenser énormément, notamment sur Amazon, à acheter sans arrêt des babioles que j'utilisais pas. Et pareil pour la bouffe, pour la nourriture, ça coûte vraiment rien là-bas. À Paris, ça coûte beaucoup plus cher. Moi, j'essaie de bien manger et tout, manger bio et tout. Donc, enfin, voilà, le prix revient vite assez cher. Les restos, pareil. Et donc, je dirais que ça me coûtait à peu près entre 1000 et 1000. Ça dépend vraiment des endroits où j'étais, mais peut-être 1000 euros par mois pour vivre en me déplaçant tout le temps. En Thaïlande, par exemple. Peut-être qu'au Sri Lanka, aux Philippines, on était autour de 1500. Donc finalement, je dépensais à peu près la même chose à Paris, ouais. Donc ça fait pas une grosse différence quand tu vas dans ces pays-là, bien sûr. C'est pas pareil si tu vas aux États-Unis ou en Australie. D'accord. Et tu parlais des hôtels un peu plus chers. Et moi, j'ai remarqué un truc personnel, c'est que quand je prends un hôtel un peu cher, je suis beaucoup plus motivé pour travailler parce que je me dis, il faut que je rattrape ça, quoi. Il faut que je compense Ouais. ce petit excès Ouais. en travaillant plus dur et justement pour générer le revenu nécessaire. Est-ce que tu as un peu ce petit effet aussi? Ouais, un petit peu, ouais. Pas tout le temps, hein, mais il y a à un moment, j'ai pris un hôtel super cher à Kuala Lumpur et j'ai rien foutu pendant 3 jours, hein. Donc ça marche pas D'accord. forcément. Donc, c'était pas un bon exemple. Mais Ok. je le vois ça comme ça aussi. Quand je prends un bon hôtel, je me dis, bon, bah, je vais en profiter pour bosser et pour faire une formation, par exemple. Ok, une autre question sur le sujet un peu justement du voyage, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal, c'est que au fond, tout devient très vite normal en fait. Les premiers jours, tu es totalement ébloui, tu te dis putain, quelle chance j'ai, c'est incroyable, je suis le mec Ouais. le plus chanceux au monde. Et puis au fur et à mesure, en fait, limite, faut te forcer à te rappeler que tu as énormément de chance et qu'il y a plein de gens qui rêveraient d'être à ta place. Est-ce que tu as un petit cet effet-là où tu restes totalement en Bien extase sûr. pendant les 5 mois? Non, je suis pas en extase, clairement. Mais d'ailleurs, ça m'énerve un peu. Enfin, petite critique, hein. J'adore, j'ai suivi pas mal de blogueurs voyage, notamment un que j'adore qui s'appelle Alex Viseo. Et lui, par contre, je soutiens à 100%. Mais il y en a plein en fait que j'ai suivi au début puis que j'ai arrêté de suivre parce que ça m'énerve. Sous prétexte qu'ils voyagent, ils doivent trouver tout incroyable en fait. Et des choses qu'on trouve tout à fait normales en France, bah eux, ils vont trouver ça incroyable sous prétexte qu'ils sont dans un autre pays. Et ça, moi, ça m'agace. Je trouve que voilà, il y a des bons côtés comme des mauvais côtés. J'aime bien parler de tout dans mes vidéos et dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé.
Mais par contre, le fait de travailler en voyageant et le fait d'avoir ce lifestyle, c'est quelque chose de tous les jours. En effet, je me dis que j'ai de la chance et que c'est génial ce que je vis et que voilà, j'ai vraiment construit quelque chose qu'il faut pas que je lâche parce que j'adore ce que je fais. Et ça, j'essaie de transmettre ça aussi aux gens qui me suivent. Ouais. Ok, une question un peu étrange maintenant, c'est est-ce que tu dirais que ton niveau de bonheur était plus élevé quand tu voyages en Asie qu'avant que tu partes, tout simplement? Au niveau de quoi, pardon? Ton niveau de bonheur. Alors, c'est assez Ouais. compliqué à quantifier, hein, mais Ouais, clairement, ouais. Ça, c'est ouais. Clairement, avant, si tu veux, si j'avais besoin de voyager, c'était que finalement, j'avais besoin peut-être de m'échapper un peu de cette vie qui me saoulait, quoi. J'en avais ras-le-bol de l'école des commerces, j'en avais ras-le-bol d'être coincé à Paris, j'avais qu'une envie, c'était de bouger, c'était d'être vraiment indépendant. Mais genre vraiment indépendant, c'est-à-dire genre personne s'occupe de toi, t'es dans ton, enfin, ouais, tu te balades. Et c'est ça pour moi la liberté, tu vois. C'est genre vraiment, c'est être tranquille en fait. C'est pas seulement ne pas avoir de dépendance ou contrainte, c'est aussi être tranquille. Ça veut dire que personne t'appelle pour te dire tiens, on va se faire un café ce soir, tu vois. C'est tout con, mais savoir que personne va te déranger, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Et après, ça dépend vraiment des gens. C'est-à-dire que je ne conseillerais pas ça à tout le monde. Mais moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime être seul, par exemple, qui aime être, voilà, être tranquille. Et ça m'a fait beaucoup de bien de voyager. Et pas seulement pour ça, mais aussi parce que j'ai rencontré plein de gens intéressants. J'ai vu plein de choses que j'aurais pas cru voir forcément. Et donc, ouais, je suis plus heureux, ouais. Et surtout, alors juste une dernière chose, surtout le fait de réaliser que j'en étais capable, en fait, c'est surtout ça aussi. Réaliser que c'est pas si compliqué. Parce que avant de partir en voyage, souvent on s'en fait tout un monde, surtout quand on part seul à l'autre bout du monde, on se dit ça va être compliqué, si ça se trouve je vais pas aimer. Et en fait, le fait de se rendre compte que c'est pas si compliqué, que même au contraire la vie est plus simple en voyage, en tout cas moi je l'ai vu comme ça, ça te donne un sentiment de liberté que j'avais jamais ressenti avant. Et donc moi ça me rend plus heureux. Antoine, tu as mentionné tout à l'heure que tu avais fait un sondage sur ton audience. Qu'est-ce que tu en avais appris? En fait, j'ai surtout fait pour savoir ce que mon audience voulait voir sur ma chaîne, quel type de vidéos ils aimaient, s'ils préféraient les vlogs, les vidéos conseils, les vidéos inspirationnelles, l'âge qu'ils avaient, si c'était des hommes, des femmes. Donc j'ai surtout eu des données démographiques en fait. Et surtout, j'ai eu énormément et de... justement, c'est quoi le ratio homme-femme? Alors, j'ai beaucoup plus d'hommes. On doit être à 70-30, à peu près 70% d'hommes. C'est un bon 30% de ratio femmes. en termes un peu de web marketing notamment. J'ai de c'est un plus très en bon plus ratio. de filles qui me suivent. J'ai de plus en plus de filles. Depuis que je parle de voyage, en fait, il y en a plus. Ah, il suffit que tu parles un peu de maquillage maintenant et poum, ça va pas monter. Voilà, il manque plus que ça et c'est bon, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est normal, t'attires des gens qui te ressemblent, donc ça me dérange pas. Ensuite, j'ai surtout eu un feedback que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'il y a plein de gens en fait qui s'expriment pas dans les commentaires. Enfin, on retrouve souvent un peu les mêmes personnes dans les commentaires, et il y a des gens qui laissent jamais de commentaires. Et ces gens-là ont pris le temps de répondre au sondage, et donc du coup, j'ai eu plein de feedback positifs, plein de gens qui m'ont dit vraiment qu'ils aimaient ce que je faisais, et ça m'a fait vraiment très plaisir, ça m'a donné confiance. Donc ça a surtout servi à ça. Et donc, tu as eu combien de réponses environ? J'en ai eu pas mal, j'ai dû en avoir peut-être 250, un truc comme ça. Ah, effectivement, c'est énorme, 250 personnes qui ont pris le temps justement de répondre à un Ouais, sondage. voilà, enfin, Et ça t'a permis de réaliser en fait. exactement, voilà. C'est Ça m'a permis vraiment de mesurer l'engagement et de voir si les gens qui me suivaient me prenaient au sérieux ou pas, quoi. Et l'autre chose aussi que j'ai fait, bien sûr, c'est savoir ce que les gens voulaient comme contenu. Et donc, ça m'a permis de savoir que la formation que les gens voulaient le plus, c'était une formation qui parle de productivité. J'ai créé une formation sur ce sujet et en effet, elle s'est très bien vendue. Donc, accessoirement, ça m'a permis de vendre plus aussi. Ok, donc on va faire un petit défi pour les auditeurs du podcast Nomade Digital aujourd'hui. Nous, on a aussi, comme on en a parlé, on a une audience qui est vraiment en croissance importante. Et c'est vrai qu'on ne sait pas non plus vraiment trop bien qui nous suit. On ne sait pas qui vous êtes aujourd'hui, qui nous écoutez, où est-ce que vous habitez, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et donc, on voudrait lancer un petit sondage sur ce sujet qui sera à l'adresse nomadedigitalpodcast.com/sondage. On essaiera de le garder très court, ça sera en moins de 6 minutes, c'est une garantie de ma part. Et on va lancer un petit défi pour qu'on ait plus de 250 réponses. Parce qu'on veut écraser Antoine Blanche-Maison. On veut montrer qu'on est la référence française. Ah, vous les aurez. Sur le nomadisme digital. Donc, j'espère que les éditeurs apprécient que pour une fois, dans ce petit slot d'appel à l'action, je ne parle pas des évaluations iTunes. Aujourd'hui, on a une innovation. Donc voilà, rendez-vous sur notre site à l'adresse nomadedigitalpodcast.com/sondage. Il y aura un cadeau surprise pour tous ceux qui répondent au sondage, mais on ne sait pas encore quoi. Et aussi, Stan, on se lance dans le YouTube Game, nous aussi. Ça donne envie. Donc, nos podcasts sont désormais... On se lance dans le YouTube Game, on révèle. Ils sont- Donc voilà. Nous, on fait pas une, mais 2 vidéos quotidiennes, matin et soir. Donc Paul fait une vidéo Non. qui sort à 4h du matin parce que ça correspond à ses cycles de sommeil. C'est ça. Donc, nos podcasts sont disponibles sur YouTube.
Mais en fait, Non, on sérieusement, a vous le vraiment faites? peaufiné le. Là où on se démarque, c'est vraiment sur le montage, justement. Donc, en fait, vous avez une image de fond pendant 55 minutes. Donc, voilà, c'est plus pour les gens qui aiment pas iTunes. Ça peut être intéressant, quoi. C'est juste pour nul. ces personnes-là. Donc voilà, oui, le podcast Nomade Digital est maintenant Ouais. sur YouTube. On a fait ça pourquoi, Paul? Surtout pour des raisons de référencement. Ouais, comme ça, les gens qui cherchent un peu des domaines, enfin, un peu des. Ouais, tout ce qu'on parle, ils peuvent nous trouver parce que forcément, là, pour l'instant, c'est beaucoup de bouche à oreille et iTunes. Et il y a plein de gens qui s'en battent les couilles d'iTunes. Et ouais, sur ce beau mot, on arrive sur la section de l'anecdote. Alors la section de l'anecdote, c'est une section que je redoute toujours un petit peu. Parce que Paul a eu des anecdotes où il a mis la barre très haut. On avait une anecdote où il se faisait tirer dessus par un chauffeur de taxi. Il y avait une anecdote où un serpent lui tombait sur la gueule. Il y avait une anecdote où il On s'est rentrait pas tous fait et tirer dessus sortait par un chauffeur de taxi, illégalement quoi. de Malaisie. Donc en fait, maintenant, j'ose même plus arriver à l'anecdote. En général, je me défile comme un lâche. Aujourd'hui, je suis content parce que c'est pas à moi de le faire. Antoine, à toi. T'as une anecdote de voyage pour nous? Ouais, alors je suis très mauvais en anecdotes, mais bon, celle-là, alors je me suis pas fait non plus tirer dessus par un chauffeur de taxi, hein, donc c'est tout pourri à côté. Mais c'est une anecdote qui peut être instructive. En fait, c'est le premier jour où je suis arrivé au Sri Lanka, donc à Colombo, qui est la capitale du Sri Lanka. J'étais complètement paumé, j'avais pas dormi de la nuit, j'avais pris l'avion de nuit, j'étais crevé, je me suis retrouvé dans un pays qui avait rien à voir, dans une ville qui est vraiment une jungle. D'ailleurs, si vous allez au Sri Lanka, il y a plein d'endroits super sympas, mais évitez vraiment la capitale Colombo parce que c'est l'horreur, tout le monde klaxonne de partout, c'est un peu l'enfer. Et donc, évidemment, l'hôtel était disponible à partir de midi et il était 6 heures du matin. Donc, j'ai laissé mes affaires à l'hôtel. En plus, j'étais en pantalon et tout, enfin, je crevais de chaud. Et donc, je sors dans la rue. Et évidemment, il y a que des locaux, pas un occidental et tout, donc tout le monde te regarde comme un fou. Donc voilà, j'étais pas forcément au top de mon aise. Et là, il y a un mec qui vient me voir, qui me parle, qui me dit bonjour, il commence à me parler de lui et tout. Je me dis cool, un ami. Donc du coup, moi désespéré, bah, je discute avec lui pendant un moment. Et il m'invite. J'ai raconté cette anecdote dans mon vlog, donc il y en a peut-être qui la connaissent déjà si vous me suivez depuis longtemps. Et il m'invite en fait à aller. Ah, c'est même pas une exclu, quoi. Non, c'est pas une excuse, j'ai pas d'anecdote. Il s'est rien passé. Et en fait, du coup, il me propose d'aller voir un marché où ils vendent du cristal ou je sais pas quoi, enfin un truc local. Et il me dit, vas-y, moi je vais là-bas, c'est cool et tout. Je me dis, ah sympa, un local qui va me faire découvrir la ville, comme il est généreux. Et donc, du coup, je monte avec lui dans un tuk-tuk qui sort de nulle part. Il m'emmène là-bas. Ça prend un petit peu de temps, il commence à faire 3 fois le tour du pâté de maison et tout. Au bout d'un moment, je sais pas, je flaire un truc pas bien et je lui dis ok, en fait j'y vais pas, arrête-moi là et tout. Il me dit t'es sûr? Je dis ok, arrête-moi là. Il me dit ok. Alors il me donne le prix en monnaie locale, j'ai oublié combien c'est, mais ça fait l'équivalent en gros de 25 euros, tu vois, pour un trajet de 10 minutes en tuk-tuk. Ah oui, Donc quand on même. est sur du, Effectivement. 1 euro normalement. Là, c'est l'équivalent de 5 euros. Donc je fais le calcul dans ma tête, je lui dis non, c'est n'importe quoi, je vais pas payer ça et tout. Le mec me dit mais si, c'est les prix ici, si tu veux on partage, on met 20 euros chacun, donc enfin n'importe quoi. Et en fait, du coup, je négocie avec lui pendant 1 heure en disant que je vais pas payer et tout. Et lui, il commence à faire genre, ouais, j'appelle la police, machin. Enfin, là, je savais que c'est une arnaque, mais en même temps, j'étais pas sûr à 100%. Donc, du coup, je m'en suis tiré en lui donnant peut-être l'équivalent de, je sais pas, 5-10 euros. Je suis parti. Et en plus, j'étais à l'autre bout de la ville. Je suis rentré à pied pendant des heures et tout. Enfin, c'était vraiment la loose totale. Et je me suis dit, ok, premier jour dans un pays étranger. Et c'était la première journée. Exactement. C'est ça. Première Et tu t'es journée pas de dit, voyage. putain, j'ai fait une énorme erreur. Exactement. Première journée de voyage, je me suis dit, j'ai vraiment fait la connerie. Ensuite, je me suis renseigné sur Internet et en effet, c'est une arnaque super classique au Sri Lanka. Et depuis ce jour, je me suis plus du tout fait arnaquer parce que j'ai fait vraiment gaffe déjà aux chauffeurs de tuk-tuk. Il faut se méfier des chauffeurs de tuk-tuk et de taxi, comme ton anecdote l'a démontré davantage que la mienne. Et surtout, bah, je me renseigne en fait avec les arnaques de chaque pays avant d'aller dans le pays. Et c'est un truc qui est pas marqué sur les guides, quoi. C'est pas marqué dans le Lonely Planet. Ils vous disent pas ça dans le Lonely Planet, alors que ça vous arrive. Enfin, l'arnaque au tuk-tuk au Sri Lanka, ça vous arrive 5 fois par jour. On essaye de vous le faire, quoi. C'est un truc super fréquent. Donc du coup, bah, ça m'a rendu un petit peu plus méfiant. Voilà. Non, je me suis pas fait braquer avec un flingue. Je suis désolé. Putain, j'attendais un truc genre un bazooka. Enfin, faut vraiment faire de plus en plus, quoi. Ça va devenir la surenchère totale dans ce podcast. Mais ouais, j'ai pas d'anecdote à la Paul, moi. Il a mis la barre très haut. C'est vraiment problématique pour moi. On en arrive donc à notre section lifestyle. Antoine, t'as préparé quelque chose pour nous? Ouais, alors c'est tout aussi. Alors c'est encore plus nul que l'anecdote. C'est un objet, c'est ça qu'il faut présenter, ou une appli, ou un service. N'importe quoi, en fait. Ouais, c'est très large. Ouais, c'est ça. Tu présentais en fait un peu n'importe quoi qui correspond qui donne un bonus dans ta vie, Ouais, tu vois. ok. On a noté dans notre plan peut être n'importe quoi. Un livre, un film, un outil, une série télé, un programme de muscu. 3 petits points. Bon, bah c'est un outil, c'est vraiment pourri. C'est un cuiseur Harry. En fait, c'est la première chose que j'ai acheté en rentrant en France.
Et je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas ça? Enfin, il y a deux choses en fait qui m'ont manqué direct en France, c'est la petite douchette à côté des toilettes et le cuiseur Harry. Et Merci, oui. comme je j'ai suis d'accord. pas d'embranchement pour mettre une douchette à côté de mes toilettes, bah, j'ai acheté le cuiseur Harry. Et c'est absolument génial en fait parce que C'est comme si t'avais ces deux choix en fait et tu devais forcément choisir un. Quoi. c'est ça, Y a il pas fallait de- quand même que je garde un petit peu d'Asie chez moi, quoi. Et en fait, c'est génial parce que je cuis tout dedans. J'ai pas utilisé une seule fois une casserole depuis que je suis rentré. Et c'est génial parce que voilà, au-dessus, t'as un petit panier vapeur. Et donc, je mets mon riz dedans, je mets l'eau qu'il faut. Au-dessus, je mets genre des haricots verts ou genre, tu sais, des légumes bio que t'achètes en barquette. Donc, j'ai même pas besoin de les préparer. Et je lance le truc. Ça s'arrête tout seul quand c'est cuit. Et genre, au bout de 15 minutes, bah, c'est bon, t'as ton plat pour le midi et le soir, quoi. Donc, ça te fait économiser du temps, de l'argent et tu manges sainement. C'est absolument génial. J'en avais un avant et je regrette de plus l'avoir parce que non seulement le truc s'arrête tout seul, mais surtout une fois qu'il s'est arrêté, il se met tout seul il en maintient au préchauffe, chaud. il garde Il ton truc maintient au chaud, chaud. t'as pas C'est besoin de le formidable. surveiller, etc. C'est hallucinant, tu jettes ton eau, ton riz et tes légumes au-dessus, et puis c'est bon, t'es tranquille, quoi. Quand tu veux, tu C'est ça. reviens et c'est prêt. Exactement, t'as ton plat qui est prêt, qui t'attend, quoi. Et c'est une excellente recommandation, ouais. Paul, t'en as une? Justement, du coup, ça fait 5 minutes que je suis en train de me fixer sur l'endroit où je suis censé mettre mon truc lave-sol et je bloque totalement. Il a marqué J'ai- panique. J'ai rien trouvé du tout. C'est le vide total de mon esprit. Putain, il doit y avoir des trucs comme, mais là, depuis 5 minutes, je suis en train de bloquer Au dessus. pire, tu sors une anecdote. Euh, Ouais. T'es meilleur en anecdote. Une anecdote, qu'est-ce que Ah, j'ai Vas-y, je te laisse, Stan, et donc puis moi, on je vais y aller. revient sur moi plus tard. Je vais y aller. Moi, il y a une application que j'adore. Je suis surpris de ne pas l'avoir mentionné jusqu'ici. J'ai même cherché si j'avais déjà mentionné et apparemment non, qui s'appelle Pocket. Et c'est une application que vous pouvez avoir sur votre téléphone et vous pouvez aussi l'avoir sur votre navigateur. Et ce que ça fait, c'est que ça vous permet de sauvegarder des articles. Et les articles sont sauvegardés ensuite hors ligne. Et c'est vachement utile quand tu voyages et que tu n'as pas trop de Wi-Fi et que tu ne veux pas trop cramer ta 3G dans des articles. Donc tu peux sauvegarder tous les articles que tu veux. Moi, là-dedans, tu vois, dès que je vois un article intéressant, des trucs un peu longs, que j'ai pas trop le temps de lire, et j'ai un petit bouton sur mon ordinateur Pocket, je clique, boum, le truc est sauvegardé. Il est synchronisé sur tous tes appareils. Une fois que tu as lu un truc, tu l'enlèves. Tu vois, tout est sauvegardé dedans. Si tu as lu un article qui était intéressant et que plus tard tu veux le retrouver, tu as une archive de tous les articles que tu as sauvegardés. Et en plus, quand tu lis sur ton téléphone, voilà, il t'enlève tous les pubs, tous les trucs inutiles. Il y a juste le texte de l'article et les images. Moi, c'est un truc que j'utilise tous les jours. C'est partie des applis que j'utilise tous les jours pour lire les articles, pour sauvegarder des trucs. Et en voyage, c'est top. En avion aussi. Est-ce que je peux juste ajouter un truc à ta recommandation? Vas-y. Moi, j'utilise aussi Pocket, mais pour une seule raison, j'utilise un service en fait qui s'appelle p2k.co qui permet de Pocket to Kindle en fait, qui permet d'envoyer tes articles sauvegardés sur Pocket sous Kindle. Donc quand j'ai un article très long que j'ai pas envie de lire maintenant, j'enregistre sur Pocket et il est automatiquement envoyé sur mon Kindle d'Amazon. Et donc plus tard, quand j'ouvre mon Kindle, je connecte à Internet, il y a tous mes articles longs qui apparaissent et donc je peux les lire comme des livres sans les distractions que tu peux avoir sur un écran. Donc p2k.co. Intéressant. Putain, tu m'as volé mon lifestyle, quoi. Parce que moi, en fait, j'étais parti là, j'étais toujours en panique et donc j'ai eu une idée de génie. C'est regarder en fait toutes les applications ouvertes sur mon ordi jusqu'à ce qu'il y en ait une qui me semble intéressante, quoi. Et justement, j'étais tombé sur Calibre. Donc, je sais pas si vous connaissez. Ouais, j'ai Calibre aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une application qui te permet de transformer des PDF ou des EPUB en mobile pour pouvoir justement les mettre sur ton Kindle. Donc, ça aussi, c'est pratique. Et aussi, je vais associer un site qui s'appelle. Je mettrai l'URL, hein, mais c'est GenLib, un truc russe. Donc, vraiment dégueulasse comme site. Mais en fait, tu peux trouver quasiment tous les bouquins en anglais, notamment tous les bouquins web marketing, ils y sont, quoi. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Donc, finalement, je m'en sors pas trop mal, je pense. Cette recommandation absolument scandaleuse de Paul, qui n'a rien préparé clairement. On va se quitter. On se retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomade Digital. Antoine, est-ce que tu as un mot de la fin? Ouais, continuez ce que vous faites. Franchement, des podcasts en français qui sont vraiment bien et que j'ai vraiment envie d'écouter toutes les semaines. Il n'y en a pas beaucoup. Donc merci pour votre boulot. Continuez ce que vous faites. Vous faites vraiment un bon duo. Et je suis sûr que ça va cartonner encore plus que ça cartonne aujourd'hui. On te remercie. Merci. Et est-ce que tu peux nous donner tes liens? Où est-ce qu'on te trouve sur l'internet? On te trouve sur Internet. Putain. Ouais, vous tapez sur l'internet. Vous tapez Antoine Blanche-Maison, c'est mon nom, Blanche-Maison en un seul mot. Sur Google, vous allez tomber sur ma chaîne YouTube, donc c'est l'endroit principal où vous pouvez me suivre, presque 10 000 abonnés. Ma page Facebook, sur laquelle je publie un live tous les jours à 18h. Et sur Snapchat, @AntoineBMMM. Voilà. De toute façon, si vous commencez à me suivre sur YouTube, vous aurez tout. Est-ce que t'es le seul Antoine Blanche-Maison en France ou pas? Je suis le seul qui est présent sur Google, quoi. Les D'accord, autres, ils sont parce que terrés. ouais, Il y en a peut-être, d'autres, mais justement, ça va être dur de
Il y en a d'entrer très, dans très la peu. lumière, quoi. Je Ouais, trouve que tu c'est ça. tu leur bloques un peu le Ouais, chemin en j'ai- t'acparant le Et ouais. prénom. fallait le nom. Il y a un autre Et- Stanislas Leloup en France Exactement. qui est docteur. Mais je suis au-dessus de lui dans les résultats de recherche, donc je suis assez heureux de moi. Ouais. Ouais, tu lui voles pas Ouais, sa je pense clé, qu'on est, sa c'est clé bon, en on est fait, assez donc, séparés. Ça aurait été chaud que le mec soit dans un truc super similaire, tu sais. Parce que quand même, c'est un nom, il faut le faire comme t'appelles Ouais. Stanislas Leloup. Enfin, bref. T'as la fin de podcast avec Ouais. de la grosse valeur, quoi. Ouais, bah écoute, les gens nous ont suivis jusque-là. On se perd un petit peu. Bah, sur ce, on va terminer. Moi, ça me ferait vraiment plaisir que vous alliez tous répondre à notre sondage à l'adresse Laissez une évaluation. nomaddigitalpodcast.com/sondage. Évidemment, si vous ne l'avez pas fait, et vraiment, je vous en veux beaucoup, allez me laisser une évaluation iTunes. Évidemment. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'entendent chaque semaine le répéter 3 fois par épisode et qui n'ont toujours pas été. Donc si c'est votre cas, laissez-nous une réponse au sondage. Et puis après, s'il vous reste encore un petit peu de temps dans votre journée, une évaluation, ça nous ferait très plaisir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine. Non, ça marche Non, pas. toi, tu seras pas là la semaine prochaine. Ah oui, non, merde. Merci et à bientôt. À bientôt.